Jules Verne était un précurseur de la science moderne, et si vous en doutez, je vous invite à aller voir le pré-shot précédent, vous comprendrez que son génie était bien réel. Avec de la Terre à la Lune, il est parvenu à imaginer le futur comme personne. C'est un peu comme si quelqu'un avait remonté le temps pour lui donner un livre d'histoire, comme si c'était un almanach des sports. Eh mais attendez, le doc il est carrément fan de Jules Verne dans le 3. Oh là, je crois que je tiens un truc. Bref, je pense qu'il est inutile de revenir sur ce sujet, mais est-ce que vous saviez que ses écrits avaient été une véritable révélation dans un tout autre domaine? Il est vrai que de nombreux métiers ont été influencés par les écrits de Jules Verne, mais c'est les ingénieurs du monde entier qui l'a réellement poussé à se dépasser pour trouver de nouvelles inventions. Avec un simple livre, il a littéralement défié le monde entier dans un domaine de recherche. En gros, il a lancé une ère de développement sur un sujet scientifique, comme si c'était Gold Rogers avec la piraterie. Donc Jules Verne, c'est le Gold Roger de la science. Après avoir visé la Lune, non, je ne ferai pas cette blague une deuxième fois, il a mis un masque et un tuba pour aller influencer le monde aquatique, et surtout les profondeurs. Les océans. De grandes étendues d'eau qui recouvrent 70% de la surface du globe, qui, par leur couleur, ont donné le surnom à notre planète, la planète bleue. Nous savons pertinemment que les cieux cachent encore de grands mystères. Pourtant, l'homme a tendance à oublier qu'une grande partie de ce qui l'entoure reste encore inconnu à ses yeux. Que peut bien se terrer dans les abysses? Quel genre de créature se cache là où l'eau se trouble et ne laisse à peine passer qu'un rayon de lumière? C'est en grande partie ces questions qui ont poussé l'écrivain français à plonger dans les recoins de son imagination pour trouver une réponse. Et dans cette réponse, il se peut qu'il ait trouvé un avenir réalisable. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous allons découvrir les fonds marins jusqu'à l'île des hommes poissons. Attends, non, c'est pas le bon livre. Nous allons arpenter les fonds marins à bord d'un véhicule vraiment insolite qui a vu le jour avant même que le Titanic, lui, ne soit qu'une pensée. Quand un livre devance la réalité en lui montrant le but à atteindre, on peut dire qu'il ne laisse pas les chercheurs dans le vague. Vous avez compris? Vague. Il est temps de voir comment l'océan s'est éclairé sous la lumière des sous-marins et comment, alors que ceux-ci ne sont qu'à leur début, un homme a réussi à montrer la voie de la recherche au point de les pré-shot. « 20 milieux sous les mers » est un roman d'aventure paru sous la forme de feuilleton entre 1869 et 1870. Du coup, il a été écrit par celui que j'ai décrit il y a 2 minutes, Jules Verne. Le récit fait partie des plus longs de la collection Voyage extraordinaire, regroupant plus d'une soixantaine d'œuvres de l'auteur. Si le roman en a subjugué plus d'un et a donné des idées de voyage nautique à des milliers d'enfants au cours du siècle et demi écoulé, il y a une information majeure qu'il est important de savoir, c'est à une autre personne que nous devons ce livre. Et pour être un peu plus précis, on peut dire que c'est l'une des femmes les plus influentes de la littérature française qui a poussé l'idée d'une telle histoire à Jules Verne. C'est après la lecture de plusieurs livres la plongeant dans l'imaginaire de l'homme, comme 5 semaines en ballon ou Voyage au centre de la Terre, que Amantine Aurore Lucille Dupin de Franqueuil, plus connue sous le nom de George Sand, va devenir une grande adoratrice de ses idées. Lors d'un échange épistolaire, parce qu'il m'arrive de sortir des mots savants, ou en tout cas les seuls mots que j'ai retenus de mes cours de 3e, elle soumet alors une idée à Jules Verne. J'espère que vous nous conduirez bientôt dans les profondeurs des mers et que vous ferez voyager vos personnages dans ces appareils de plongeurs que votre science et votre imagination peuvent se permettre de perfectionner. Mais d'où vient cette voix ? Bref, il faut savoir que c'est pas la première fois que la romancière inspire l'écrivain. En effet, d'après plusieurs recherches, le roman Laura, Voyage dans le cristal, montre un bon nombre de similitudes avec Voyage au centre de la Terre, publié quelques temps après. Bon, en vrai, on sait pas si ça a eu une influence sur l'écriture de Voyage au centre de la Terre, mais bon, c'est pas la question d'aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que George Sand a probablement influencé la création de 2 des plus grands romans de science-fiction de l'histoire. Je pose ça là, je continue. En 1865, suite à leurs échanges et entre la publication de plusieurs de ses histoires, dont De la Terre à la Lune, Jules Verne se lance dans l'écriture de la fabuleuse histoire dont nous parlerons aujourd'hui. C'est après moult rebondissements dans l'écriture du roman et des événements externes qui l'ont poussé à ralentir la cadence pour se focaliser sur autre chose que l'écrivain va enfin publier le récit qui poussera le monde de l'ingénierie aquatique dans la course à la mer. En 1866, une créature des tréfonds de l'océan est aperçue plusieurs fois à la surface tout autour du globe et semble faire parler d'elle. Doté d'une force colossale capable de briser le bois comme le métal, il cause nombre de naufrages. Lorsque le professeur Aronnax entend cette histoire, il ne peut s'empêcher de partir à la découverte de ce qui semble être un narval géant. Un narval, c'est comme une licorne dans l'océan. Enfin, en moins beau qu'une licorne. En fait, le seul point commun qu'il y a, c'est la corne. Du coup, ça ressemble plus à un beluga avec une corne.
Un beluga, c'est accompagné de Conseil, son domestique. Aronnax est convié à l'expédition visant à tuer la créature sur un navire de guerre militaire américain. Lorsque ce dernier tombe nez à nez avec la créature, il se retrouve partiellement détruit et Aronnax est projeté à la mer. Le domestique plonge alors pour le sauver alors que le bateau se fait la malle et que la créature est toujours là. Si ça c'est pas un héros, franchement, je crois que même Alfred il l'aurait pas fait pour Batman. C'est lorsque le métal touche leurs pieds qu'ils découvrent que ce qu'ils prenaient pour une créature n'avait rien d'une créature. C'est alors que le Nautilus ouvre ses portes à nos héros. Ils découvrent un vaisseau à l'architecture extraordinaire. D'une forme cylindrique de plus de 70 mètres de long sur 8 de large, il est capable de générer lui-même son énergie et de parcourir 2 fois la circonférence de la Terre en 7 mois, soit 80 000 km ou en langage nautique, 20 000 lieues. Et du coup, c'est de là que vient le nom du livre, je précise. Vivant dans cette antre sous-marine, le capitaine Nemo, reclus loin de la civilisation. Nos protagonistes ayant découvert l'existence du monstre métallique, il les oblige à rester avec lui dans les profondeurs. Alors si vous cherchez le terme, ça s'appelle de la séquestration. Et même dans les eaux internationales, c'est pas hyper légal. Forcé de se joindre à lui dans sa solitude, Aronnax va parcourir les fonds marins dans ce bâtiment naval d'envergure. Divisé en pièces de vie, en laboratoire ou en musée, le Nautilus est un véhicule luxueux aux capacités hors normes. Bien que scientifiquement irréalisable, de par les batteries électriques dont la quantité de stockage est démesurée, en vue des possibilités actuelles par exemple, ce sont ces performances qui vont réellement impressionner les vrais professionnels du domaine. Voilà l'exemple parfait à suivre, avec des technologies différentes certes, mais le Nautilus est devenu un véritable challenge, un record à battre. Même si un maelstrom fera disparaître le navire dans ce roman, spoiler, nous le verrons revenir dans une toute autre histoire de Jules Verne, l'île mystérieuse. Mais du coup bah, c'est une autre histoire quoi. Vous l'aurez compris, Jules Verne n'a pas inventé le sous-marin. En revanche, il a réussi à perfectionner le fonctionnement et les carcasses un peu rouillées de l'époque. Même si finalement, George Sand a réussi à pré-shot qu'il allait faire ça. Du coup, à la pré-shot un pré-shot. Du coup, on a un double pré-shot. Oh mon dieu, j'ai mal au crâne. Je ne compte pas vous refaire toute l'histoire de la création des sous-marins. C'est long et les premiers documents parlant de la possibilité d'immerger une boîte de conserve géante dans l'eau en y mettant des gens dedans ne datent pas d'hier. En revanche, leur développement a connu un véritable essor dès la sortie du livre. En 1884, à peine 14 ans après que le monde ait découvert le flamboyant Nautilus, un scientifique polonais conçoit le premier sous-marin à propulsion électrique, possédant une grande autonomie sur les longues durées. L'engin du capitaine Nemo voit déjà les traces d'un concurrent apparaître. L'engin du capitaine Nemo voit les... Non mais sérieusement, faut pas sortir cette phrase de son contexte. Seulement quelques années plus tard, en 1888, l'armada espagnole met à flot le premier bâtiment maritime électrique fonctionnel. D'abord pour des phases de test, la bête mesure 22 mètres de long et est capable d'accueillir 12 hommes d'équipage. Elle est aussi très douée pour se camoufler la nuit, mais est beaucoup plus visible le jour. C'est assez ennuyeux pour un sous-marin qui se veut discret. Il a la capacité de descendre à plus de 80 mètres de profondeur et a une autonomie de 500 km par 65 heures. Ce qui, comparé au Nautilus, fait à peu près... Attends, laissez-moi faire un calcul. Divisé par 998 000... 2 millions? Ça peut pas faire 2 millions. Ouais, on en est à peu près à la moitié. Mais au moins, il a le mérite d'être fonctionnel. Même si les Espagnols ont finalement abandonné l'idée. Hein. Ah, ils veulent un truc discret. Mais c'est pas grave, puisque le tout premier sous-marin totalement opérationnel est français. Youhou! Construit en 1887 par 2 ingénieurs français, le Gymnote est plus petit, plus lent et moins armé que celui des Espagnols. Mais lui, au moins, il est discret. C'est alors que s'enchaînent les créations et aucun d'eux n'est réellement utilisé. C'est uniquement pour faire avancer le domaine, trouver les failles et les problèmes de conception. En gros, à l'époque, le fonctionnement c'était simple. On fait un sous-marin, on le met dans l'eau 1 heure, on voit s'il coule, ensuite on le laisse barboter un petit peu, et on part en faire un pour combler les trous. Ok, j'exagère un tout petit peu, mais l'idée est là. En 1904, la France est de nouveau sous les feux de la rampe. Les pays se bousculent pour venir observer la nouvelle création révolutionnaire du genre, le narval, qui on le rappelle est toujours une licorne des mers qui ne ressemble pas à une licorne. Celui-ci vient comme qui dirait casser le game. Il surpasse tous ses prédécesseurs et se pose comme celui qui s'approche le plus du Nautilus. Ouais, enfin c'est celui qui est au-dessus des autres. Mais il est pas au même niveau. 34 mètres de long pour 13 hommes d'équipage, un moteur à vapeur pour la navigation en surface et un moteur électrique pour les profondeurs, et même des appareils scientifiques de pointe comme un périscope, un petit chef-d'œuvre d'ingénierie qui va rester d'actualité pendant les 50 années qui suivront. C'est alors qu'au début du XXe siècle se produit un événement qui va venir accélérer encore plus la recherche. Et oui, demander à un être humain d'inventer quelque chose, cela lui prendra des siècles. Mais il y a une situation qui l'a toujours poussé à augmenter la cadence,
la guerre. En 1914, François Ferdinand est assassiné à Sarajevo. Son meurtre plonge l'Europe dans la discorde et les tensions qui règnent explosent. La guerre est déclarée, je vous refais pas l'histoire. Là, c'est l'enchaînement. Les submersibles sont envoyés sur le front marin. Les fronts marins? Rapport au fond marin. L'idée intervient de coupler le moteur électrique et des moteurs diesel utilisés en surface pour plus d'autonomie. Et ainsi, les chefs de guerre, ils ont des nouveaux joujoux pour aller torpiller d'autres gens. Je vous passe les détails sur le reste du XXe siècle. Honnêtement, on est essentiellement sur de la guerre, et la création de celui qui va venir chambouler le tout, il va venir juste après. Même si évidemment, entre le début de la Première et la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a vu pas mal d'avancées, on est encore loin de pouvoir rivaliser avec le Capitaine Nemo. Mais nous voilà en 1954. Après plusieurs années de conception, celui qui engendrera la fin du règne de Verne sur le podium voit enfin le jour. Et quel meilleur symbole que lui donner le nom de son ennemi imaginaire vaincu, le USS Nautilus. Avec plus de 98 mètres de long, une capacité d'accueil de 105 membres d'équipage et le tout premier moteur à propulsion nucléaire au monde, il est déjà par bien des façons au-dessus de son homonyme. Une supériorité qui s'est affirmée seulement 3 ans plus tard, lorsqu'en 1957, il pulvérise les 20 000 lieues de Jules Verne en effectuant 111 120 km sans remonter à la surface. Ça fait 28 000 lieues, j'ai cherché sur internet. Ainsi s'achève presque un siècle de règne sur les fonds marins. Le Nautilus et le Capitaine Nemo sont parvenus à marquer les esprits du monde aquatique et aussi de l'imaginaire collectif durant des décennies, et aujourd'hui encore, c'est une légende mythique de la science-fiction. Même si le Nautilus nucléaire des Américains bat l'imaginaire, c'est bien ce dernier qui va continuer à nous faire rêver. En effet, j'aurais pu parler des innombrables adaptations en films nommés 20 000 lieues sous les mers ou celle de l'île mystérieuse, sans parler de celle prenant le nom du Capitaine Nemo, ni des versions visibles en dessin animé ou dans les jeux vidéo et les livres faisant suite au récit. Il est vrai que le bâtiment sous-marin et son capitaine n'ont pas chômé et ont été observés sous toutes leurs coutures. Il est aussi référencé par de nombreuses créations tout autour du globe, comme le sous-marin du dessin animé Atlantide, l'Empire perdu, ou le film de Wes Anderson, La vie aquatique. Perso, j'adore le mystère du Nautilus à Disneyland. Bref, le Nautilus en lui-même n'a pas de symbolique importante de nos jours. Pourtant, il est le fruit de l'imagination d'un homme qui continue à valider le fait qu'il est capable de voir l'avenir mieux que Nostradamus ou qu'un supporter de camp avant un match à domicile. Oui, c'est méchant. En réalité, cette fois, il n'a à proprement pas deviné l'avenir. En revanche, on peut dire que d'une certaine façon, il a défié l'évolution. Avec un simple livre, il a provoqué tous les chercheurs du domaine nautique en les incitant à faire mieux. Il est fort probable que les autres livres de Jules Verne regorgent d'inventions excellentes qui, aujourd'hui encore, attendent de voir le jour, et d'autres ont déjà été vaincus, comme l'a été le Nautilus ou l'obus de la Terre à la Lune. Mais il était quand même important pour moi de souligner une nouvelle fois l'intellect de cette personne. Jules Verne est l'un des écrivains français les plus célèbres du monde. Il a été traduit tout autour du globe à l'image d'Antoine de Saint-Exupéry, et il est parvenu à tenir en haleine les peuples du monde entier, avec ses histoires au penchant futuriste capables d'influencer notre réalité. Avec ses idées farfelues, il est capable de décrire son monde actuel, tout en y ajoutant des petits anachronismes sans même le savoir. Voilà la conclusion de la seconde vidéo sur Jules Verne. Que ce soit dans les cieux ou dans les eaux, Jules Verne s'amuse en poussant à l'extrême des aventures d'exception, en emmenant ses personnages aux frontières du temps pour y apporter des éléments à fort potentiel de développement. Dans un monde où l'exploration des cieux est la seule préoccupation de certains, il peut être parfois important de baisser notre regard vers notre habitat naturel. Un regard d'autant plus important quand on voit l'impact que nous avons sur notre planète. La Terre grouille encore de vie inconnue et de territoires inexplorés, peut-être plus intéressants que Mars. De la simple barque à la découverte des fonds marins, il n'y a qu'une brasse. Et ça, même Poséidon l'aurait pas pré-shot.